Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Cet épisode peut amener chacun et chacune à être en contact avec sa sensibilité et déclencher des symptômes de stress post-traumatique. Jen a connu le fracas, celui où toute l'identité qu'on s'est construite se brise et s'effondre. C'était le 14 juin 2021. Ce jour-là, elle est victime du regard insistant d'un homme sur une terrasse parisienne. Un harcèlement commun auquel les femmes sont malheureusement sans cesse confrontées. Cette fois-là, ce regard-là, viendra déclencher un réveil d'amnésie traumatique. Dans la soirée, une crise d'angoisse insoupçonnée vient la saisir. C'est là que son corps revit littéralement les viols dont elle a été victime il y a 30 ans. S'ensuivront des symptômes de stress post-traumatique d'une violence inouïe. Comme percutée par un camion, Jen apprend doucement à recoller les 1000 morceaux d'elle. Demander de l'aide, être présente à soi, et s'entourer de l'amour de son chien Joey sont quelques-unes de ses clés pour avancer sur ce long chemin. Chemin qui lui tient à cœur de partager pour redonner foi aux victimes. Et parce qu'elle aime œuvrer pour la paix. Les lendemains meilleurs sont là, et à travers son récit on y croit. Et si une part de Jen a été volée par l'agresseur, d'autres se sont reconnectées. Elle se sent aujourd'hui plus vraie que jamais, et dans une verticalité nouvelle. Sa force est indiscutable, et son amour immense. Dans cet épisode, Jen ouvre avec beaucoup de courage la voie à tous les prochains, qui donne la parole à l'invisible sous toutes ses formes, et qui pourtant, dans la chair, l'esprit, les sociétés, se vit. Hello Jen! Salut Tamara! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu inédit pour les invisibles. On va parler ensemble de l'amnésie traumatique suite à des viols, qui est un mécanisme de défense. J'aimerais avant toute chose te demander comment tu vas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça va. Ce matin, c'était un peu dur. Les énergies sont intenses. Et puis, j'appréhendais un petit peu parce que c'est vraiment la première fois que je vais parler publiquement de cette amnésie traumatique. Donc, forcément, ça génère du stress, de l'anxiété. Mais je suis surtout heureuse aujourd'hui de pouvoir partager mon histoire et ce message. Et j'espère que ce message pourra apporter soutien et réconfort aux personnes qui m'écouteront, qui nous écouteront. Et je te remercie vraiment de m'offrir cette possibilité aujourd'hui. Donc, ça va plutôt bien. Et toi, comment vas-tu ? C'est un peu compliqué. J'ai aussi été victime d'abus pendant des années, pendant l'enfance. Et du coup, j'ai dans les moments où on doit un peu parler de ce sujet-là, des symptômes de stress post-traumatique qui ressortent. Typiquement, aujourd'hui, j'ai le cœur qui palpite fort, tu vois, j'ai un peu du mal à parler, j'ai une pensée désorganisée, j'ai pas très bien dormi. Enfin voilà,
on va essayer, avec notre vécu, de pouvoir faire une trame quand même assez sympa au travers de ce podcast. Mais j'ai vraiment une énorme joie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet comme celui-ci, qui est encore énormément tabou et qui pourtant est vécu par de nombreuses personnes. Et je voulais juste faire une petite introduction parce que nous, on s'est rencontrés de manière un peu atypique. C'est-à-dire que c'était l'année dernière, en janvier ou février, je ne me souviens plus. Je suis passée sur le plateau de France 2 à Ça commence aujourd'hui pour parler d'une maladie rare avec laquelle je vis, qui est le syndrome du mal de débarquement. Et toi, tu m'as vue en fait à ce moment-là à la télé ou en replay. Et il s'avère qu'à ce moment-là, tu vivais aussi avec les symptômes de cette maladie, dont tu es maintenant en rémission, je crois. Oui, pour moi, ça a duré vraiment pendant 2 mois de façon très, très intense, où je tanguais en permanence, même assise. Et puis, au bout de 3-4 mois, ça s'est apaisé, en fait, vraiment. Ça s'est calmé. Et ça m'arrive encore d'avoir des tangages. Je dis pas vertige, parce que c'est encore différent un peu des vertiges, mais ça m'arrive encore, mais rien à voir avec ce qu'il y avait avant, ouais. Ça donne de l'espoir, en tout cas. Et du coup, tu m'as contactée suite à ça et tu m'as proposé hyper généreusement une séance de médiumnité parce que tu es médium. Oui, exactement. Après un moment qu'on a un peu discuté, fait connaissance, j'ai dit si un jour voilà, tu as envie d'une séance, si peut-être les guides ont des messages pour toi, et bien que, en tout cas, c'était une possibilité. Et maintenant, tu connais aussi cette part de moi. Oui, et du coup, c'est hyper chouette parce que donc, j'ai découvert la médiumnité grâce à toi. Quand tu m'as proposé de faire une séance, je t'ai en gros dit c'est très gentil, mais pas forcément. Et puis, je me suis réveillée un jour et j'étais là, c'est l'évidence, il faut que je le fasse maintenant. Et puis, je t'ai recontactée et ça a été juste une séance incroyable. J'en ai eu d'autres depuis. Et puis, j'ai partagé aussi ton contact à la famille, aux amis et en fait, toutes les personnes qui ont pu passer un moment avec toi et du coup avec leur guide ont énormément apprécié. Donc, je te remercie parce que je pense aussi quand on vit des moments charnières et pas forcément évidents dans la vie, ça peut être intéressant aussi de savoir qu'est-ce que les guides ils ont à nous dire, à confirmer dans nos ressentis, à légitimer et c'est porteur de beaucoup d'amour et de beaucoup d'espoir. Voilà. Alors, pour commencer, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé à discuter de l'amnésie traumatique, toi et moi. Ce que je me souviens, c'est qu'on a eu un échange par rapport à un épisode aussi de podcast qu'on a écouté ensemble, du podcast Les Métamorphoses, qui est créé par Anne Guéquière. Et l'épisode 199, c'est Stéphane Alix, qui est journaliste, réalisateur, écrivain et reporter de guerre, qui témoigne, en fait, il s'est réveillé d'une amnésie traumatique autour de l'âge de 50 ans. En fait, suite à des viols qu'il a subis durant l'enfance par l'un des membres de sa famille. Et je ne sais plus exactement comment resituer dans le temps, mais j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que tu en as parlé aussi avec moi. On s'est dit qu'on avait écouté ce podcast et puis tu as pu me confier en fait que tu avais vécu aussi le réveil, en gros, d'une amnésie traumatique. Est-ce que c'est bien ça? Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ce podcast, en fait, je l'ai écouté au moment du réveil d'amnésie qui a eu lieu donc le 14 juin 2021. Et c'est fou, hein, tout de suite de parler de ça. Il y a quelque chose qui s'enclenche, en fait, comme si le cerveau disait non, 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 je veux pas parler de ça. Il y a un petit blocage, en fait, qui s'installe. Ouais. Et la pensée se brouille, en fait. Et ça, c'est vraiment typique des symptômes du stress post-traumatique. Donc, je vais devoir beaucoup me concentrer pour parler de tout ça, pour dire à mon cerveau, mon corps, que c'est safe et que c'est OK de parler de ça. Et c'est bien aussi finalement que les personnes qui écoutent ce podcast entendent cette partie-là aussi parce que finalement, ça fait partie de ça, du quotidien et donc d'une difficulté encore à en parler. Mais quand j'ai eu ce réveil d'amnésie, je ne savais pas, je n'avais pas connaissance de l'histoire de Stéphane Alix et j'en ai parlé à une amie proche qui vit à Paris aussi. Et elle me dit, Jeanne, j'ai écouté ce podcast il y a une semaine, écoute-le. Et c'est vrai que le podcast de Stéphane Alix a été publié sur Métamorphose littéralement, je crois, 10 jours avant
mon réveil d'amnésie traumatique. Donc, ça tombait, mais pile poil. Et je conseille à tout le monde, vraiment tout le monde, d'écouter ce podcast, que vous ayez été victime d'amnésie traumatique ou non, parce que vraiment, ça permet de comprendre le phénomène que c'est et l'impact colossal que ça a sur la vie et sur l'identité, l'aspect psychologique, etc. Et en fait, en définition très rapide, l'amnésie traumatique, c'est l'incapacité de se souvenir en totalité ou partiellement d'un événement traumatisant. C'est comme si, pour l'esprit, enfin, cet événement n'avait jamais existé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souvenir, il peut n'avoir aucun souvenir. Et toi, comment ça s'est manifesté, ce réveil? Comment c'est arrivé à toi? Alors, déjà, ce qui est fou, c'est que j'ai eu cette amnésie le 14 juin 2021. Et ce n'est pas innocent comme date, puisque 1 an plus tôt, je me faisais opérer du col de l'utérus parce que j'avais un HPV, en fait, qui développait des cellules précancéreuses et qui tendait à devenir cancéreuses. Donc, j'ai eu cette opération pile 1 an avant. Ce qui est quand même assez fou que cette amnésie se réveille 1 an après pile poil. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, c'était une journée où j'allais bien. J'étais à Paris, ce 14 juin 2021, j'étais bien, épanouie. Je me promenais dans la rue, il faisait beau et je décide d'aller m'asseoir en terrasse pour prendre un coca, voilà, avant de rentrer chez moi. Et là, en terrasse, il y a un homme qui était assis à côté de moi. Vous savez, les terrasses à Paris, c'est très serré comme ça. Et il commence à me fixer en fait au niveau de la poitrine et il fixe. Et moi, je lui dis, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Et il continue. Et en fait, le fait qu'il ait continué et qu'il ait ignoré ce que moi, je ressentais m'a mise dans une forme d'anxiété, mais sans que je m'en rende compte. Mais l'élément déclencheur, il est là. C'est pour ça que j'en parle. Bref, je m'énerve. Je lui dis qu'il est dégueulasse et je m'en vais. Je rentre chez moi. J'ai laissé ça derrière moi. Pour moi, c'était du harcèlement de rue, un de plus. Voilà. Je rentre chez moi et là, je sens quand même une anxiété qui est là, qui évolue au fur et à mesure de la soirée. Et puis, vers minuit, c'était vraiment la crise d'angoisse qui était déclenchée très fortement. J'étais dans une grande crise d'angoisse et j'avais beaucoup de peine à respirer. Je pleurais et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je ne faisais même pas le lien avec cet événement qu'il y avait eu en début de soirée. Et là, petit à petit, pendant la crise d'angoisse, en fait, il y a eu des flashs qui sont remontés. C'est-à-dire que j'ai senti mon corps qui se tordait de douleur, qui se crispait, mais ce n'était pas ce que je vivais maintenant. J'étais en train de revivre littéralement les viols que j'avais subis dans l'enfance. Et même là, d'en parler, j'ai un peu la voix qui tremble parce que directement, quand je reparle même du réveil d'amnésie, il faut bien se rendre compte que mon corps, il a vécu ces viols au mois de juin 2021. Il les a vécus il y a 30 ans, mais il les a aussi vécus au mois de juin 2021. Donc, tout est remonté, beaucoup d'images. Et puis, tout d'un coup, ça passait, ça se calmait. Et paf, les images remontaient. J'étais au téléphone avec une amie à ce moment-là pour qu'elle m'aide parce que c'était vraiment très difficile. Et puis, il faut savoir que quand on se réveille d'amnésie, on voit tout à hauteur d'enfant. On voit les images, les personnes, les objets, comme au moment où finalement la mémoire, le cerveau a figé l'événement. Donc, c'était assez particulier de se ressentir petite fille à nouveau, alors que j'étais une femme adulte de 35 ans. Donc, par exemple, si la personne qui a commis ces viols était adulte, toi, tu te vois vraiment en bas, en dessous, enfin voilà, comme étant une petite fille. Tu n'es pas du tout égale à la personne comme une femme adulte grande. Pas du tout. Toute la vision est comme la vision d'un enfant. À un moment, j'ai eu l'image d'un balai, en fait. Et ce balai, je le voyais comme à hauteur d'enfant, en fait. Ça avait une taille beaucoup plus grande qu'un enfant qu'un adulte qui verrait un balai, en fait. Donc, du coup, Jen, sur le moment, en fait, tu revis ces abus et ces viols comme si c'était à l'instant T. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai les images et surtout, j'ai le corps qui m'exprime toute la mémoire de ce qu'il a vécu. Donc, le corps se réveille puisqu'il a enfoui tout ça.
et je ressens toute la souffrance, toute la violence dans mon corps. Je revis littéralement ce que mon corps a vécu. Et ça, c'est extrêmement violent. Ce qu'il faut savoir quand il y a le réveil d'amnésie traumatique, c'est que pour moi, là, c'est venu d'un coup à ce moment-là. Et je pense qu'il y a encore certainement d'autres choses que je n'ai pas vues. Mais quelques années plus tôt, en 2017, j'avais déjà eu, en fait, à un moment, une sensation physique où j'ai ressenti la présence du violeur pendant un moment d'intimité que j'avais avec un autre homme, où j'ai ressenti dans mon corps, en fait, cette présence. Je me disais, mais quelle horreur, pourquoi j'ai ressenti ça, où j'ai directement repoussé l'autre. Et là, c'est pas évident de parler de tout ça, mais je me dis, je sais qu'il y a tellement, tellement de femmes et d'hommes aussi qui vivent ce genre de situation, donc je veux en parler pour qu'ils puissent se reconnaître et se dire que voilà, quand vous avez le moindre doute, quand vous avez ce genre de moment où le corps se bloque, où le corps exprime quelque chose, c'est qu'il y a eu un vécu, même si vous ne vous en souvenez pas littéralement, même s'il n'y a que des bribes d'images, c'est peut-être une amnésie qui va se réveiller plus tard, mais à ce moment-là, le corps, il revit quelque chose. L'amnésie peut être déclenchée par une odeur, par une image, par cet homme qui insistait dans son regard et qui faisait comme si j'étais pas là, parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans les viols que j'ai subis. Et ce moment-là, je me souviens, je me disais, mais c'est pas possible, je comprends pas. Et puis après, on passe à autre chose. Parce que c'est ce que le cerveau a fait pendant des années. Il se dit, bon, on met ça de côté, on passe à autre chose. Et puis donc ça, c'était en 2017. Après, il y a eu en 2020, il y a pile un an, 2021, il y a pile un an, où là aussi, justement, une odeur de cigarette qui a déclenché cette tétanie du corps un peu. Et où là, je me dis non, il s'est vraiment passé quelque chose, c'est pas possible, c'est le corps qui parle. Et le corps ne ment jamais. Ouais, et en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a vraiment un déclencheur à un moment donné et qui peut être d'une totale banalité, en fait. Une odeur d'une cigarette, enfin vraiment, voilà, comme tu dis, un objet, enfin, c'est des choses qui sont pas forcément un cataclysme sur le moment qu'on pourrait imaginer. Ça peut être un détail qui tout d'un coup fait tout remonter. C'est ça. Par contre, le doute, je l'ai toujours eu. Je l'ai eu toute ma vie, il y a eu un doute. Est-ce que c'était un contexte, sensation, une sorte de sensation comme ça? Oui, un doute. Un doute. Et puis, voilà. Peut-être que c'est arrivé, puis après, mais non, c'est pas arrivé parce que, voilà. Et puis, alors il y a des personnes qui, pour le coup, n'ont jamais de doute et jamais n'imaginent que c'est des choses qui leur sont arrivées. Moi, j'ai pris quand même quelques notes au niveau statistique. Hein. J'ai lu que 3 millions de Français ont vécu un inceste et ne le savent pas. Et une personne sur deux qui a été abusée ou violée vit dans l'amnésie traumatique. Donc, ou peut-être ça ne remontera jamais à sa mémoire. Donc, c'est quand même... C'est ça. C'est énorme. C'est des chiffres très importants. Oui. C'est 60% des enfants ayant vécu des abus sexuels ou des viols dans l'enfance ne s'en souviennent pas. C'est incroyable. C'est vraiment... Et je me pose la question sur le moment, quand tu vis ce réveil, tu as ces flashs comme ça. Est-ce que tu y crois, toi? Ou est-ce que tu te dis, mais je suis en train de me raconter des histoires? J'y crois parce que mon corps, il se tord et il vit quelque chose comme j'ai jamais vécu dans ma vie. Et je comprends, et c'est ça qui m'effraie et qui me met dans une forme d'effroi, c'est que je comprends que mon corps, il a vraiment vécu ça. Et c'est effrayant et c'est atroce. Et je redeviens une petite fille qui appelle à l'aide à ce moment-là. Et je me dis, waouh, je suis en train d'appeler à l'aide. Et c'est incroyable, en fait. C'est tellement... Et je ne veux pas dire le mot incroyable parce que c'est vrai, en fait. Et il y a des gens qui diront, ah, mais est-ce que c'était des faux souvenirs, etc. Quand quelqu'un vit ça, c'est un tel... mais c'est vraiment un cataclysme et c'est le mot juste. Ne dites jamais à la personne que c'est des faux souvenirs ou quoi. Dites-lui juste, je te crois. Parce que ça, c'est une telle détresse. On a l'impression de mourir. Et pourquoi le cerveau s'était mis en off? C'était pour survivre, pour ne pas mourir au moment des faits.
Et donc là, j'ai eu l'impression de mourir, littéralement. Je me disais, mais c'est pas possible, mon cerveau va exploser, en fait. C'est une destruction. Et c'est ce que dit Stéphane Alix très, très bien. Il dit, c'est une perte d'identité et une destruction psychique. Et quand j'ai écouté ce podcast 2 jours après mon réveil d'amnésie, ça a été la première prise à laquelle j'ai pu m'accrocher pour me dire, OK, ce que tu vis est normal. Et ensuite, je me suis tournée vers une association où directement on m'a dit, vos symptômes, la manière, ce que vous dites, c'est normal par rapport à un réveil d'amnésie. Parce qu'on ne sait plus qui on est. On redécouvre une part de soi qu'on a totalement occultée et où finalement, on est aussi cette personne, cette victime. Et pourquoi je tiens à parler de ça aujourd'hui, même si c'est dur pour moi, c'est vraiment parce qu'au moment du réveil d'amnésie, je me suis rendu compte autour de moi que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Et non seulement je vivais la sensation de m'être fait shooter par un camion sur l'autoroute et d'être en 1000 morceaux, en lambeaux, entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, c'est comme s'il faut expliquer aux gens, non mais là, je ne suis plus la même personne. J'ai la sensation de m'être fait écraser par un camion. Et si quelqu'un se faisait shooter sur une autoroute, on n'irait pas lui dire « Oui, alors comment tu te sens ? Est-ce que tu as... ça va ? Non, c'est pas si grave. » En fait, vu que ça ne se voit pas, que c'est invisible, il y a tout cet effort encore de devoir expliquer. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu comme image pendant le réveil d'amnésie. C'est pas possible. Parce que soit je me mets à trembler, soit je m'évanouis. J'ai découvert un fonctionnement de mon corps que je n'avais jamais découvert jusque-là, avec justement ce stress post-traumatique. Et je tiens à parler de ça, des conséquences en fait, parce que déjà l'amnésie traumatique, c'est un sujet qui est encore tabou. Quand on commence à dire le mot viol autour de soi, ça éloigne énormément les gens. C'est un mot qui fait peur. Et les réactions des proches sont extrêmement importantes au moment de ce réveil. Donc, j'ai entendu pas mal de podcasts, j'ai vu des vidéos qui parlent du moment du réveil, mais qui ne parlent pas des conséquences, de comment ça se passe après. Et j'avais peur parce que je me découvrais stressée, j'ai les mains qui ont tremblé pendant plusieurs jours, je regardais dans le vide, je me disais mais qu'est-ce qui se passe ? Qui suis-je en fait ? C'est cette question, je ne sais plus qui je suis. Et ça, on en parle très peu. Et c'est là en fait que le soutien des proches est extrêmement important, vraiment, d'avoir les bonnes réactions. Je voulais rebondir par rapport au fait que tu dises que tu as l'impression de mourir au moment où ça arrive. Ouais. Et j'ai justement une phrase de Stéphane Alix qui me revient en tête et qui dit l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de protection, car si on n'oublie pas, on meurt. C'est ça, oui, il a dit ça. Cette phrase, elle est d'une puissance, en fait, parce que souvent, on a pu entendre « Ouais, mais cette personne, elle est dans le déni », comme si c'était un reproche, par exemple. Elle fait du déni sur ce qu'elle vit, sur sa vie, ce genre de choses, un peu ces phrases comme ça qu'on peut entendre. Puis en fait, on oublie que c'est des mécanismes de défense du cerveau et du corps. Et moi, le fait qu'ils disent « Si on n'oublie pas, on meurt », c'est OK, tout est là, en fait. C'est que le corps, l'esprit, le cerveau n'ont pas le choix, en fait, à ce moment-là, que d'oublier pour survivre. C'est ça, et c'est un instinct de survie. Par contre, la survie s'est manifestée dans ma vie ces 30 dernières années dans plein de situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ça n'a aucun impact sur la vie pendant 30 ans. Ça a eu un impact sur toute ma vie, sur plein de choses. Il y a eu vraiment beaucoup d'impact. Et quand il y a le réveil d'amnésie, on comprend alors, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que je suis allée dans telle direction, c'est pour ça que je ressentais ce sentiment comme ça au fond de moi. Est-ce que tu serais quand même d'accord de nous donner quelques exemples d'événements, de situations ou de comportements que tu as pu avoir où tu sentais que ça avait un impact dans ta vie, même quand ça a précédé
le réveil, pour que peut-être ça puisse aussi aiguiller des gens et se dire là peut-être il y a quelque chose. On peut jamais forcer ça, hein, c'est clair. Le réveil se fait, je saurais même pas comment dire en fait. Est-ce qu'il se fait dans une période où on est prêt ou pas? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut observer des choses de soi, de ses mécanismes, de son comportement dans les moments qui précèdent ce réveil? Oui, alors juste pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, souvent le réveil d'amnésie intervient dans un moment où on se sent plutôt bien et en sécurité. Parce que là, le cerveau il se dit, OK, là, à cette période de sa vie, elle est prête, elle peut l'accueillir. Je ne sais pas si on est vraiment prêt, hein, parce que ça dépote. C'est tellement violent. Mais il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'était une journée que j'avais passée qui était vraiment une journée où je me disais, ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien, c'est génial. Donc, il y avait quand même quelque chose où on se sent safe. Par rapport à ton autre question, ce qui s'est beaucoup manifesté dans ma vie ces 30 dernières années, c'était la survie et aussi l'abus. J'ai vécu pas mal de situations d'abus. J'ai vécu aussi d'autres agressions. Donc, il y a quelque chose qui se reproduit comme ça, sans que forcément on s'en rende compte. J'avais vécu 3 burn-out quand même, ce qui est quand même beaucoup, et c'est aussi un des symptômes, les victimes d'amnésie traumatique ou de viol, etc. Ça s'est manifesté dans une forme, je dirais, d'hypervigilance, de difficulté à faire confiance à certaines personnes. C'est des choses où on se dit non, bah, c'est rien, mais en fait, c'est relié à des trajectoires, je dirais, des difficultés à avancer dans certaines situations ou à avoir l'impression qu'on avance, mais au final, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ça a un impact aussi sur le sommeil, sur de l'insomnie, sur parfois de l'anxiété, des crises d'angoisse, etc. Il y a une forme de culpabilité, de trop s'excuser, de la difficulté à poser certaines limites. Un jour, alors que je n'avais pas encore connaissance de ces faits, puisque c'était avant l'amnésie, je suivais une thérapie et un jour, mon psy m'a dit, mais vous savez, Jennifer, lorsque les gens ont dépassé les limites avec vous, c'est qu'ils les ont sûrement dépassées depuis longtemps. Et c'est vrai que le curseur de mettre des limites, il était très difficile parce que quand on a vécu ce genre de choses, on ne sait pas bien quelles sont les limites, puisque les limites ont été biaisées dès l'enfance. Ça a un impact vraiment sur tout ça. J'ai eu plus jeune des troubles alimentaires aussi, ça c'est un des symptômes. Il y a plein de petites choses comme ça et je vais certainement pas tous et toutes les citer aujourd'hui, je vais en oublier plein. Mais sachez que voilà, c'est ces choses-là qu'on se dit, bon, ben oui, c'est normal, c'est ci, c'est ça. Non, c'est pas normal de faire de l'insomnie. C'est pas normal d'avoir des troubles alimentaires, etc. C'est que parfois la source, elle est là où on ne pense pas, en fait. Et puis, c'est aussi des symptômes qui peuvent avoir une source qui est différente. Je pense que c'est quand même bien de le rappeler. Hein. Ça peut être d'autres événements traumatisants de la vie, d'expériences difficiles. Et puis aussi, pour moi, c'est des symptômes qui peuvent être aussi présents suite voilà, en ayant été victime d'abus et de viols, mais tout en s'en souvenant. Exactement. Moi, par exemple, totalement. De mon côté, j'ai pas vécu d'amnésie traumatique, ou du moins je ne le sais pas si je suis dedans, mais je me souviens des choses que j'ai vécues et je peux avoir ces symptômes-là dans certaines périodes où, voilà, comme là, quand on en discute ensemble, où il y a des choses qui ressortent fort parce que c'est des symptômes de stress post-traumatique. Et en fait, ce que fait le cerveau à ce moment-là, c'est que c'est comme si vraiment il vivait ça à l'instant et il peut pas trier l'information et se dire ça a été vécu il y a tant d'années. Il a l'impression de le vivre sur le moment. Et toi, justement, tu parlais vraiment de cet impact aussi des symptômes de stress post-traumatique et tout le après, en fait, parce que ça dure dans le temps au final, ces symptômes-là. C'est pas juste on se réveille, on y traite et puis c'est ciao. C'est qu'en fait, ça peut durer et j'imagine que ça peut durer toute une vie en réalité. C'est ça. Quand j'ai vécu le réveil d'amnésie, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave et que ce serait plus comme avant. Mais j'ai toujours eu une forte résilience.
Et ça aussi, ça fait partie. Je pense que les personnes qui ont vécu de l'amnésie sont des personnes très résilientes, justement en mode survie, survivante, toujours se battre, la capacité à se relever très vite. J'ai toujours été une personne, en fonction des événements que je vivais douloureux, à toujours remonter la pente très vite, peut-être trop vite. Parce que finalement, dans l'enfance, il se passait des choses graves et il fallait continuer à vivre, hein, voilà, il fallait continuer à avancer, etc. Quelque part, continuer à aimer son bourreau aussi, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un abuse, quelqu'un viole les limites, l'intégrité, l'intimité, pourtant on continue d'aimer cette personne parce que c'est comme ça, c'est une certaine figure, donc c'est dans l'ordre des choses. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut avoir des répercussions après sur la vie adulte, dans certaines relations, par exemple. Donc oui, par rapport à cette résilience, moi je me suis dit, j'ai vécu ce réveil d'amnésie, mais c'est pas, demain, ça ira mieux, voilà. Je vais reprendre ma routine comme d'habitude, je vais avancer, je vais bosser, etc. Ça va aller. Et puis en fait, non, ça va pas. Le corps, il en peut plus. Il faut imaginer que le corps, il a la sensation de s'être fait violer 15 fois la nuit d'avant, en fait. Donc, il ne peut pas fonctionner bien le lendemain. Et pour moi, c'était nouveau de vivre une épreuve et de ne pas réussir à me relever. Je n'ai pas compris, je ne me suis pas reconnue là-dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, c'est vraiment grave. Donc, les jours qui ont suivi, et ça aussi, Stéphane Alix l'explique très bien, et je me suis reconnue dans ce qu'il disait, c'est que je partais de chez moi, j'avais très peur de l'extérieur. Je suis quelqu'un qui a toujours voyagé seul, avec mon chien, qui a fait beaucoup de choses de manière très indépendante et autonome dans ma vie. Et là, rien que d'aller faire les courses et de marcher 10 minutes dans la rue, j'avais peur. Il y a une sorte de vulnérabilité, d'hypersensibilité comme ça qui se manifeste. De grande vulnérabilité. La sensation, c'est un peu comme quelqu'un qui a été brûlé au 3e degré et qui doit sortir dehors en plein soleil. Ça fait très peur. Et tout d'un coup, je marchais dans la rue et j'étais cette femme adulte qui a confiance. Et d'un coup, la petite fille blessée se manifeste et je me mets à pleurer. Et vraiment, Stéphane Alix en parle dans son podcast de cette étape-là. Et je me disais, OK, il explique ce que je suis en train de vivre. C'est exactement ça. J'ai ces larmes comme ça, c'est ce chagrin qui sort où je me dis, mais je ne vais pas me relever de ce chagrin, je ne vais pas y arriver. Donc oui, il y a ces premiers symptômes comme ça, cette confusion. Tout d'un coup, il y a un moment d'apaisement, donc on se dit, ah non, ce que j'ai vécu, non, en fait, finalement, c'était pas ça. Et puis, paf, il y a une autre situation qui se passe et tout remonte, tous les symptômes. Parce que c'est ça, il y a tous ces déclencheurs au quotidien du stress post-traumatique, comme on disait, une odeur. Parfois, ça m'arrive, je marche dans la rue, puis il y a un homme qui passe avec un parfum très fort et hop, ça va déclencher. Quand je dis ça va déclencher, ça veut dire que ça va me mettre dans une forme de fatigue extrême, un brouillard mental, l'impression d'être avec un casque sur la tête, hypersensibilité à la lumière et au bruit, et une difficulté à... Oui, c'est comme si ça bouge en fait un peu dans la tête, comme s'il y a une situation de stress, voilà. Je dis souvent, ça fait un peu penser à quelqu'un qui aurait vécu un incendie. Il rentre dans une pièce, il y a un feu de cheminée ou une bougie qui brûle. Il n'y a aucun danger, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais la mémoire qui remonte à cet instant-là, c'est directement cet incendie. Et comment tu as accueilli, toi, les symptômes quand ils sont arrivés vers toi? Est-ce qu'il y a eu de la lutte? Est-ce que tu as pu être dans la tendresse et la bienveillance, chose qui est en général assez rare, hein? Mais comment tu as pu être dans cet accueil-là? Alors, j'ai très vite eu un sentiment fort de culpabilité et de honte, tout en sachant que je n'avais ni à me sentir coupable, ni à avoir honte. C'est quelque chose qui s'enclenche chez les victimes de viol. Il y a cette culpabilité, cette honte très vite qui s'installe. J'ai compris que je devais tout de suite demander de l'aide et que je devais en parler. Il y a des personnes qui vont rentrer dans un mutisme ou d'autres qui vont avoir besoin d'en parler. Et donc, je me suis tournée vers mon entourage proche. Il y a des personnes qui ont bien réagi
Et d'autres qui m'ont dit, ah oui, moi aussi, c'est une semaine difficile, j'ai beaucoup de travail, qui n'ont pas compris ce que je traversais, qui ont eu des réactions, je me sens pas légitime de parler de ça avec toi. Mais moi, j'étais en train de mourir, en fait. J'étais en train d'être percutée par un camion et d'être éclatée en 1000 morceaux. Donc, j'avais Là, on besoin est en train de te laisser soutien. sur le bas de la route, quoi. Oui, parce que le mot viol est un mot tabou qui salit la victime et non l'agresseur. Et non le violeur. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et ça, c'est hallucinant. Et j'ai compris la puissance de ces mots, je te crois, que j'entendais, qu'on disait, voilà, une personne qui a été violée, il faut lui dire je te crois. Et je ne comprenais pas la puissance de ces mots. Et là, je l'ai ressenti, en fait. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu l'amnésie traumatique, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça détruit tout, en fait, ou comme un viol. C'est incroyable la destruction que ça représente. Donc, je peux comprendre que les personnes autour ne comprennent pas, mais il faut être là, vraiment, parce que je peux vous dire qu'il faut, enfin, je dis vous aux auditeurs, mais il faut une telle force pour tenir le coup dans ces moments-là. Mais il y a des personnes qui se font interner tellement c'est violent. Il faut une force vraiment immense. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est la présence de mon chien. C'est le fait de tout de suite me tourner vers une association pour dire, voilà, je suis en train de vivre ça, je suis paumée, je ne comprends pas ce qui m'arrive, aidez-moi. Et puis, de me renseigner sur le sujet et de comprendre que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et j'ai eu des personnes dans mon entourage qui avaient vécu l'amnésie traumatique il y a plusieurs années. Et du coup, j'ai appelé ces personnes. Je le savais, ce n'étaient pas des personnes avec qui j'étais en contact au quotidien. Mais je savais qu'elles avaient vécu ça. Et donc, j'ai eu des personnes qui ont eu les bons mots. Et j'ai compris qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait continuer à vivre différemment, mais qu'on peut continuer à vivre. C'est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, tu as osé contacter des personnes avec qui tu n'étais pas forcément très en lien, mais parce que tu savais que ça avait existé pour eux. Et tout d'un coup, tu pouvais aussi te raccrocher à ces personnes-là. Oui, et à ce moment-là, on est vraiment, même si ce n'est pas un lien au quotidien, le lien, il est là, en fait, parce qu'on a vécu la même chose. Et je me suis en fait, c'était vraiment aussi l'instinct de survie, de chercher à comprendre, de demander de l'aide, de chercher à comprendre. Et puis à un moment, on m'a dit, c'est pour dire un peu à quel point c'est violent, je ne savais plus comment fonctionner, justement, aller faire les courses, faire à manger, voilà, comment fonctionner. Donc, dans cette association, on m'a dit, voilà, il faut aller marcher. Cette personne, cette amie aussi qui a vécu ça, m'a dit, va marcher, marche 2 heures s'il faut, mais marche, reste en lien avec ton corps, en fait. Et ça m'a aidée. Marcher, écouter de la musique, manger quelque chose qui me fait plaisir, continuer à faire des choses. Parce qu'il y a vraiment la phase d'état de choc, et ça, c'est la phase d'état de choc où on ne sait plus comment fonctionner. Et puis après, il y a la phase de stress post-traumatique qui entre en jeu. Mais la phase de choc, c'est le stress post-traumatique plus, quoi. Mais c'est intéressant, en tout cas, qu'on t'ait conseillé de te reconnecter avec ton corps, parce que je pense que sur le moment, on peut avoir envie de faire tout l'inverse, en fait. Parce que le corps est souffrance et il y a un besoin peut-être de se déconnecter. Et au final, on te dit non, reconnecte-toi à ça, mais dans la douceur, aller marcher, bien manger, enfin des choses qui donnent du plaisir. Reconnecter au plaisir aussi. Alors, il y a vraiment, dans les jours qui suivent, il n'y a aucune notion de plaisir possible, tellement c'est dur, mais c'est vraiment de rester en lien avec soi et de ne pas trop partir dans... Oui, je pense de ne pas se déconnecter de tout, de ne pas sombrer en fait. De rester dans le mouvement, je pense que ça évite de sombrer. Ok. Tu sais, ça me tilte aussi le fait de... Enfin, j'ai vraiment pour moi cette croyance que c'est hyper important de pouvoir recueillir des témoignages, que les gens puissent parler pour que aussi justement des personnes puissent identifier d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Et quand tu me dis
que justement, tu as pu te dire « Ah, je sais que telle personne a déjà vécu ça, je vais la contacter ». Je trouve que c'est des choses assez incroyables et auxquelles je crois beaucoup aussi au travers, par exemple, de ce podcast, de tout d'un coup, ah, il y a une personne qui vit avec la même maladie ou une situation qui est similaire, je vais essayer d'entrer en lien avec elle par un réseau social ou je ne sais. Et parce que, ouais, de se rendre compte que d'autres personnes vivent le même parcours, ça me semble hyper important aussi pour légitimer notre vécu. Parce que comme tu dis, en tout cas dans les situations de viol et d'abus, ce qui colle directement à la peau des victimes, c'est le sentiment de culpabilité et le sentiment de honte. Oui. Et c'est ce qui fait que du coup, il y a un renfermement sur soi, un isolement. Les mois qui ont suivi, j'étais beaucoup moins en contact avec mes proches, je suis beaucoup moins sortie, je suis devenue beaucoup plus casanière, mais sans m'en rendre compte en fait. C'est au bout de quelques mois, je me suis dit, mais il faut que tu fasses plus d'activités extérieures en fait, que tu te permettes plus d'appeler les gens, mais je m'étais beaucoup, beaucoup renfermée sur moi-même. Mhm. C'est du renfermement ou c'est un besoin de protection? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, puis j'ai eu un peu une forme de déception, je dirais, quand il y a eu le réveil d'amnésie, parce que c'est tellement incompréhensible, apparemment, pour beaucoup de monde. Mais il paraît que c'est souvent le cas, hein, que l'entourage ne comprend pas ou réagit bizarrement. Et du coup, oui, peut-être un besoin de protection, oui, parce que inconsciemment, encore une fois, il y a cette sensation d'être en danger. Mais c'est pas très conscient. Donc, forcément, si on se sent inconsciemment en danger, on va plus rester à l'écart, rester en dehors pour éviter de se confronter à des situations qui pourraient être stressantes. Et ça m'est arrivé justement, je crois, c'était à l'automne, du coup, où finalement, je vais dans une boutique pour acheter un chemisier. Et il y avait un homme donc, qui était l'employé de la boutique, qui était derrière comme un grand bureau, et ça, c'était la caisse en fait. Voilà. Et je lui demande si je peux payer par carte, et il me dit, je préférerais que vous payiez avec votre corps. Ce qui est complètement déplacé. Avant le réveil d'amnésie, je lui aurais dit, mais connard, voilà, je leur ai fait comprendre la débilité de sa réflexion, et je serais passée à autre chose. Là, je ne pouvais pas passer à autre chose. Mes mains se sont mises à trembler fort. Et je lui ai dit, pourquoi vous avez besoin de me sexualiser? Pourquoi? À quel moment vous sentez que c'est OK? Et il me dit, oh, c'est quoi ça? C'est MeToo. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Et il m'a dit, ah, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Et je lui montre mes mains qui tremblent, et je lui dis, mais regardez, là, c'est pas que moi, c'est mon corps qui le prend comme ça. Et je lui dis, vous savez, votre phrase où vous demandez si je peux payer avec mon corps, mais mon corps, il va payer toute sa vie les viols que j'ai subis dans l'enfance. Toute ma vie, je vais payer avec mon corps. Il s'est senti bête, mais pas plus que ça, en fait. Pas vraiment. Je crois même pas qu'il ait eu une once de culpabilité, lui. Mais suite à ça, moi, pendant une semaine, j'étais pas bien. C'est le stress post-traumatique qui remonte. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution miracle en termes de thérapie pour l'instant pour atténuer les symptômes du stress post-traumatique. Moi, je pense vraiment que c'est lié, et peut-être qu'on en parle encore peu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à que les viols ont abîmé le système nerveux, ont endommagé le système nerveux, et qu'il y a un besoin de réparation, de réajustement, de rééquilibrage du système nerveux. Je ne sais pas comment on fait. Je pense qu'il existe plein de méthodes que je n'ai pas encore explorées. Mais au-delà de la thérapie en psychologie qui vise à reparler du trauma jusqu'au jour où on se rend compte qu'on arrive à en parler sans plus en avoir peur, en parallèle, j'ai l'impression que c'est nécessaire aussi de travailler véritablement sur le système nerveux. Je sais qu'il y a des associations qui font des stages d'escrime pour reprendre confiance, pour refaire confiance à son corps aussi. Parce que finalement, l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de dissociation. On se dissocie.
Donc, dans ma vie, il y a plein de moments où je suis dissociée de la partie traumatisée. Et puis, il y a des moments où, comme quand il y a un événement qui enclenche le stress post-traumatique, comme avec ce monsieur et sa phrase magnifique, où en fait, on revient dans la part traumatisée. Et c'est une bascule un peu entre les deux. Et ça fatigue. Ça fatigue. Ouais. Au quotidien, je suis hypersensible. Je suis très sensible au bruit, à la lumière, à ce qui se passe autour de moi. Souvent, on me dit, mais c'est fou, Jen, tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Oui, parce que je pense que mon enfant intérieur, la petite fille en moi, elle a ce truc d'être, attention, le danger peut arriver n'importe quand, n'importe où. C'est l'hypervigilance. C'est l'hypervigilance, ouais. Dont je n'avais pas conscience. Moi, je disais, je suis sensible. Voilà. C'est ça. Je ne me rendais pas compte que ça venait de là. Et toi, tu parlais vraiment aussi du besoin d'être entendu au moment où tout ça arrive, tel un fracas dans la vie. Malheureusement, tout le monde ne peut pas nous apporter cette écoute. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui aurait... Enfin, voilà, tu m'as dit qu'il y a des phrases comme « je te crois » qui font du bien entendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, ont été bénéfiques ou que tu aurais souhaité recevoir de la part de ton entourage? Je te pose vraiment cette question parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment recevoir un tel récit, un tel témoignage. Souvent, ce qui est très compliqué pour les gens, c'est que ça les renvoie à leur impuissance. Et du coup, ils réagissent de manière très maladroite. Oui. Et nous, on se sent encore moins bien après, hein, et pas légitime et dans cette culpabilité. Est-ce que tu saurais s'il y a un peu des choses que tu as aimé recevoir à ce moment-là ou que tu aurais souhaité recevoir si tu les as pas reçues, qui auraient pu apaiser cette période? Certes, un bout, hein, parce que je suis bien consciente que ça prend des proportions qui sont énormes, mais un petit bout. Alors, déjà, la phrase qui me vient comme ça, c'est que la personne dise « je suis là ». Juste ça, je suis là, je te crois. De quoi as-tu besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? Et j'étais à Paris où j'ai pas vraiment d'amis proches parce que la plupart de mes amis étaient en Suisse. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin que quelqu'un soit là physiquement. J'aurais eu besoin de ça, qu'on me prenne dans les bras. Moi, ça a été ça. J'avais terriblement besoin que quelqu'un me prenne dans les bras. Quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est proche. Voilà, j'aurais eu besoin de voir quelqu'un en vrai, et ça n'a pas forcément été le cas. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des personnes, des amis qui ont régulièrement pris de mes nouvelles, envoyé un message. Même si moi, je ne disais rien parce que je m'isolais beaucoup. Comment tu vas ce matin? Comment ça va maintenant? Est-ce que tu as besoin qu'on s'appelle? Ah, tu préfères pas maintenant? Ok, alors est-ce que tu préfères que je t'appelle demain matin? Etc. Voilà. Finalement, agir comme on agirait avec quelqu'un qui s'est pris un camion sur l'autoroute. C'est ça. On irait lui apporter des fleurs, du chocolat, lui faire un petit thé. C'est ça. Et de nouveau, voilà. Ça vient montrer, ça vient appuyer le fait qu'on a besoin de mettre en valeur les choses qui ne se voient pas. Parce que quand je questionne des personnes qui ont des maladies invisibles ou quand je réfléchis aussi à moi, les besoins dont j'aurais besoin avec la maladie invisible, c'est exactement les mêmes choses que tu nommes au final. C'est être cru, être entendu, une présence, des bras autour de nous et qu'on nous demande de quoi on a besoin. Parce que faire à notre place, non, ça on n'aime pas. Ça peut être même très... j'ai pas le terme, mais voilà quoi, ça rentre des fois dans notre intimité, ça peut nous désécuriser et puis on peut avoir besoin de certaines choses qui peuvent paraître toutes simples. Par exemple, est-ce que tu pourrais justement aujourd'hui aller faire mes courses parce que je me sens pas la force de sortir de chez moi dans cet état? Est-ce que tu es d'accord de venir regarder un film avec moi et juste être posé sous un plaid? C'est ça. Et je trouve que c'est toujours bien de rappeler qu'aussi la présence à l'autre, c'est pas le sauver. C'est pas te sortir de ton traumatisme parce que c'est pas possible. On peut pas demander à l'autre de faire ce genre de choses parce que comme quelqu'un qui a fait qui a eu une fracture justement ou quelque chose qui est visible, on va pas pouvoir lui enlever sa fracture. Non, on va pas pouvoir le ressouder.
Non, Exactement. c'est ça. On peut être là sur Ouais. des petites choses et je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent des personnes dans l'impuissance peuvent se dire mais j'arriverai jamais à être à la hauteur de pouvoir accueillir ce dont la personne a vraiment besoin, mais c'est faux parce que des Mhm. toutes petites choses permettent un bout de réparation, Oui. permettent d'avancer. Oui, et surtout prendre conscience de la gravité que c'est. Moi, j'ai utilisé des mots quand ça m'est arrivé. J'ai dit, je ne serai plus jamais la même. Ce qui m'arrive est très grave. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que c'est très grave. Et c'est comme si ça n'était pas entendu. Donc, il fallait répéter. Et ça fatigue, en fait, de répéter. Voilà, Ah bah c'est des choses comme ça. c'est sûr que c'est terrible de Tu recevoir comprends? une c'est terrible de Je recevoir comprends. une banalisation en fait. Ouais, c'est ça, la banalisation du viol. Mais on est dans la culture du viol et dans la banalisation du viol. Et c'est comme si, bah écoute, ça s'est passé il y a 30 ans, c'est le passé, maintenant t'avances, quoi. Ça marche pas comme ça. Eh Ça ben, marche pas comme ça. en même temps, c'est exactement ce que sous-entend la loi. Oui, la prescription, Exactement. C'est c'est ça. passé il y a tant d'années, eh ben, la personne ne peut Ouais, plus être inculpée. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est que au niveau législatif, déjà, il y a quelque chose qui ne ouais, joue pas. Et dans l'inconscient collectif, bon, bah voilà, ça fait tant d'années, ça n'a plus besoin de c'est remonter à ça, la surface. c'est ça. Tu parlais du fait que tu t'es tournée vers des associations. Est-ce que soit tu pourrais les nommer ou expliquer un peu ta démarche? Je vais pas nommer parce que dans le suivi, il y a eu des choses qui étaient assez étonnante, et ça je vais aussi en parler, c'est que dans la première association où je suis allée, j'étais suivie donc par une psychologue pendant 3 ou 4 séances. Et donc à la 4e séance, je lui ai dit que voilà, il y avait dans l'endroit où j'étais euh, du harcèlement de rue, c'était l'été, et j'ai eu des remarques d'un homme qui était totalement déplacé. J'en ai parlé à la psy et elle m'a demandé ce que j'avais fait pour provoquer ça. Waouh, ah ok, Alors qu'on d'accord. est dans une association qui accompagne les enfants et les femmes victimes de viols et d'abus dans l'enfance. Et elle me demande ça, et ce qui est complètement grave. Euh, et voilà. Je lui dis ben rien, à part que je dis bonjour poliment et en souriant, parce que c'est ma nature d'être souriante. Mais sinon, j'ai rien fait. Et elle me dit bon, c'est vous qui savez. C'est Donc, d'une violence. c'est hallucinant. Euh, Elle me dit bah, peut-être essayer d'être, je sais pas, moins souriante quand vous dites bonjour. J'ai dit non, mais c'est pas à moi de changer ma manière de dire bonjour, c'est aux hommes d'arrêter de nous sexualiser constamment, en fait. Donc c'était assez choquant et voilà, heureusement que j'ai cette force, cette capacité à remettre en question ce que dit l'autre pour me faire aussi ma propre opinion. Mais moi, ça m'a perturbée pendant 2 jours, cette histoire. Je me suis dit, ah, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Non, absolument non. Oui, puis j'allais Voilà. dire, tout le monde n'est pas armé à ce moment-là à pouvoir lui répondre comme tu as fait. Non, 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 c'est clair. En plus, j'étais dans ma période post-trauma, justement, donc j'ai trouvé hallucinant qu'elle me dise un truc comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai quitté ce suivi sans la recontacter parce que je voulais pas m'y confronter. Donc là, l'impact que ça a eu, c'est que pendant ensuite plusieurs semaines, j'ai pas eu de suivi et j'ai dû me tourner en fait finalement vers une autre association. Et là encore, il y a aussi eu des phrases, pas de ce type-là, mais autre chose. Et vraiment, j'ai été surprise. Donc, c'est vrai que parfois, trouver un bon psy ou une bonne psy, ça prend un certain temps. Il faut peut-être essayer 2, 3, 4 fois. Et dans des phases comme ça où on est un peu à vif, ben, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas. On se dit, mais c'est fatigant en fait de recommencer. Il faut de nouveau réexpliquer pourquoi on vient, etc. Donc voilà, ça c'est pas simple non plus. Mais ce qui est important, je dirais, et j'insiste là-dessus, et tu en as parlé avant aussi, c'est de continuer à faire des choses qui nous font plaisir. Alors le plaisir, on l'aura pas tout de suite, mais après, ça va aller de mieux en mieux. De continuer à faire ce qu'on faisait avant. Avant, j'aimais beaucoup aller me balader avec mon chien, aller prendre mon café. J'adore mon métier et je suis, comment dire, aujourd'hui, je comprends encore mieux certaines personnes en guidance ou certaines situations qui se manifestent. Je me suis rendu compte là depuis le mois de juin qu'il y a des dizaines de personnes qui ont vécu de l'amnésie traumatique ou qui ont vécu des viols. C'est impressionnant en fait.
le nombre de personnes qui ont vécu ça. Et tu vois, même nous, on en a parlé ensemble, hein, des abus. Et c'est important de rappeler que tout ça, les abus, les viols, c'est de la violence. Et ça, c'est important de le rappeler. Bon, moi, je suis vraiment hyper désolée d'entendre que les personnes vers qui tu t'es tournée sur le moment n'étaient pas aptes à recevoir et pas du tout professionnelles envers toi. J'aimerais quand même donner un peu espoir à certaines personnes qu'elles puissent se tourner vers des associations parce qu'il en existe de très bonnes quand même et que ça peut être une vraie ressource si on se sent seul dans ces moments-là et qu'on n'est pas entendu par l'entourage. Comme tu dis, ce qui est compliqué, c'est que c'est parfois un peu, il peut y avoir une sorte d'errance avant de trouver la bonne personne. Et quand on est dans une situation de fragilité, de raconter à chaque fois son histoire, c'est vraiment pas évident, mais on peut y arriver à un moment donné. Oui, et il faut continuer. Il faut pas renoncer à un suivi thérapeutique pour aller mieux pour soi, parce qu'il y a eu des situations où, de l'autre côté, on n'a pas eu le soutien adéquat ou le bon praticien, le bon thérapeute. Non, il faut continuer. C'est hyper, hyper important de prendre soin de soi. Et là encore, en discuter parce que peut-être des personnes autour de nous ont des contacts, des noms de personnes à nous conseiller. Je pense aussi à l'EMDR, en fait, comme technique thérapeutique, qui est quand même une des premières qui a pu aider à beaucoup de personnes à est-ce que surmonter un traumatisme, c'est le bon terme, mais en tout cas à faire en sorte que les symptômes de stress post-traumatique ne soient plus trop présents, trop omniprésents. Et comme des personnes qui ont vécu des violences, enfin des personnes victimes de la guerre ou ce genre de choses. Donc, il existe aussi des thérapies qui viennent agir aussi beaucoup sur le corps et qui peuvent être intéressantes à un moment donné. Oui, de ne pas s'éloigner de son corps, c'est important aussi. Parce qu'on a tendance, sans s'en rendre compte, à un peu se désancrer, à pas sortir de son corps, mais à pas forcément être en lien avec son corps, dans la présence à son corps, et c'est important. Continuer à faire du sport, justement. Voilà. Je me pose aussi la question, c'est vraiment une hypothèse, mais je me dis, est-ce que dans ces moments-là, le fait d'avoir le besoin de comprendre ce qui se passe aussi, ça peut amener à beaucoup intellectualiser, beaucoup lire, beaucoup essayer de comprendre, et puis du coup d'être beaucoup dans le mental et peut-être justement être dans une sorte de distance avec le corps. Oui, alors juste après le réveil, moi j'ai vraiment besoin de comprendre, de lire des articles, des témoignages, des récits, en fait, pour trouver de l'espoir et me dire ça va aller, je vais sortir de ça, ou je vais apprendre à vivre avec ça. Parce qu'à un moment, il faut que ça s'atténue, parce que c'est tellement fort, on se dit mais je vais, comme la personne qui s'est fait écraser par un camion, on se dit je vais jamais remarcher, je vais jamais... non, à un moment, il y a quelque chose la vie va reprendre. La vie va reprendre. Et donc, il y a eu cette phase où j'ai besoin de comprendre. Par contre, je serais incapable de lire un livre de récits sur l'inceste. J'en suis pas capable aujourd'hui. Donc, quelque part, moi, ce côté dans la matière, écouter des podcasts, etc., ça a plutôt... oui, ça a nourri effectivement ce besoin de comprendre. Mais à un moment, j'ai mis ça de côté pour revenir avec moi dans ma vie, parce que finalement, s'il y a la petite fille blessée qui vient quelque chose de grave, il y a toujours cette femme adulte qui s'est construite, qui a créé sa carrière, qui est maman chien, qui évolue, qui a un entourage, etc., qui aime la vie. Enfin, moi, je suis une personne qui s'est toujours émerveillée de la beauté de la vie, de la beauté de la nature. Je suis passionnée par la spiritualité, par l'humain, par la psychologie aussi. Et tout ça, c'est aussi qui je suis. Je ne suis pas que ce qui m'est arrivé, je ne suis pas que le trauma, mais j'ai aussi cette part-là, oui, c'est vrai. Tout à l'heure, tu exprimais le fait que tu n'étais plus la même. Du coup, il y a vraiment un avant et après Jen. Et en même temps, tu dis qu'il y a des choses qui restent vraiment très fortes. Comme tu dis, cette connexion à la nature, ta carrière, ton entourage. Qu'est-ce qui seraient les choses qui ont bougé en toi, qui font que tu n'es plus la même maintenant? Je me comprends mieux et je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. J'ai vraiment, quelques jours après le réveil d'amnésie, cette image de
C'est comme si toute ma vie, j'avais couru un marathon en me disant que j'allais pas assez vite. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, en fait, que c'est comme si je courais un marathon avec une jambe en moins. Et je me dis, waouh, t'as couru ce marathon avec une jambe en moins? Mais attends, waouh, bravo, tu mérites une médaille. Enfin, honore et célèbre qui tu es. Et enfin, c'est incroyable. Je me dis, le parcours que j'ai eu, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, c'est de porter un regard bienveillant, alors que dès le départ, on m'a ôté une part de moi. On a abîmé mon estime personnelle, mon identité. On a pris une part de moi, littéralement. C'est ça le viol aussi. Et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable tout ce que tu as réussi à faire. C'est génial. Et donc, j'ai été beaucoup plus bienveillante envers moi-même. De comprendre. Pardon. Ouais, la question que j'aimerais te poser, je pense que la réponse n'est pas évidente. Est-ce que pour toi, ce réveil peut être vu comme une bonne chose, positive, entre guillemets, avec 1000 guillemets, ou est-ce que ça aurait pas mieux valu que ça reste endormi? Je te pose la question parce que tu parles quand même d'aspects positifs qui ont pu venir après. Est-ce que tu arrives à donner une position par rapport à ça? Est-ce que tu aurais rêvé que jamais ça ne se réveille, ou est-ce que tu te dis genre, non, quelque part c'est bien, j'ai appris des choses, j'avance, ça bouge? Oui, je suis contente que ça se soit réveillé. Même si c'est très dur, je me sens encore plus proche de moi-même. Je me sens mieux. C'est comme avant, avoir un voile un peu flou. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Vraiment, c'est invisible. Mais c'est comme si une sensation. Et là, je comprends tellement mieux. Avant, je me blâmais d'être couche-tard. Je ne comprenais pas. J'étais couche-tard, donc un peu lève-tard. Et maintenant, je me dis, mais c'est génial, c'est pas grave. Au moins, ok, tu te couches tard, tu te lèves un peu tard, mais au moins la journée, tu arrives à faire des choses, tu accomplis des choses, et c'est génial. Alors qu'avant, je me serais blâmée, en fait. C'est un peu la même histoire que le marathon. Et je comprends ce qui m'est arrivé, et je me culpabilise moins d'autres choses. Euh, Après, c'est vraiment, vraiment dur. Euh, Mais je sais que, voilà, même ce podcast, pendant qu'on l'enregistre, je me dis, oh là là, mais je suis vraiment en train de dire tellement de choses. Et il y a le mental qui vient, mais comment on va me percevoir? Je ne suis pas que cette personne qui a vécu ça. Je suis aussi Jen, dans plein d'aspects. Je suis une personne très rigolote, très joyeuse, très... Et je pense que Tu les vois? autres aspects, on les entend en réalité. On les entend. Ouais. Là, évidemment, ce podcast, il est dirigé vers ces questions-là, sur l'amnésie traumatique. Mais on sait bien qu'il y a plein d'autres parts de Jen qui existent, et je crois qu'on les entend bien et qu'on les perçoit bien. En tout cas, les personnes un peu sensibles sauront très bien les repérer. Mais c'est bien. Et surtout, je me dis, mais je vais pouvoir aider grâce à ce réveil, je vais pouvoir aider d'autres personnes, comme je disais, parce que c'est tabou. C'est pour ça que je vais en parler vraiment. Parce que la détresse ressentie fait qu'on peut vraiment basculer au moment du réveil d'amnésie, soit dans une profonde dépression. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas continuer à vivre, tellement c'est violent. Et si ce réveil peut aider aussi d'autres personnes, c'est super. Euh, mais non, je suis contente de m'être réveillée. Après, oui, il y a des changements. Je vais donner un exemple très concret. Euh, Avant, quand j'allais faire mon épilation des jambes chez l'esthéticienne, voilà, hein, la personne me touche le corps, etc. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai remarqué que depuis le réveil d'amnésie, je supporte pas que la personne me touche, en fait. Voilà, une personne que je ne connais pas me touche le corps, ça peut déclencher. C'est arrivé plusieurs fois que l'esthéticienne prenne ma jambe par les chevilles et encercle mes chevilles pour déplacer ma jambe, et paf, ça remonte. Avant, j'étais pas comme ça, et là, c'est nouveau. Et, et ça, c'est des moments qui sont durs à vivre parce qu'on comprend que tout ça, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, le doute revient, hein. Les personnes qui ont vécu l'amnésie diront toujours, mais je doute de moi, je sais pas, peut-être que j'invente. Mais non, mon corps a changé. Dans ses réactions, mon corps a changé, clairement. Donc, c'est des petites choses comme ça
qui vont venir brouiller le quotidien. Et ça m'est encore arrivé récemment, justement, après une épilation, où la personne s'est à un moment presque a pris appui sur mon corps. C'était pas OK la manière dont ça a été fait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai vomi, en fait. Ça sort. Et donc ça, c'est... Pardon. D'où l'importance aussi que, de manière générale, les gens restent très attentifs aussi à leurs gestes. Oui, mais tellement, tellement, tellement. Et il y a sûrement, je ne sais pas comment c'est formé dans les écoles d'esthétique, etc. Mais j'ai vu trop souvent des gestes brusques. Beaucoup trop souvent. Je rebondis aussi sur ce que tu disais juste avant par rapport à la reconnexion à toi aussi que ça a créé. Et je me dis, très concrètement, ça paraît assez logique parce que tu as des souvenirs, en fait, qui sont revenus à la surface. Donc, ça reconnecte à des bouts de toi, en fait, à du vécu. Même s'il est complètement traumatisant et que c'est un cataclysme, ça reconnecte à des parties de toi qui ont vécu certaines choses. Donc, je me dis de manière même très concrète, en fait. Oui, et du coup, ce qui fait que sûrement, j'ai ce sentiment d'être plus proche de moi-même et de qui je suis. En fait, c'est très étrange ce que je vais dire, mais je pense que j'ai jamais été aussi bien, je me suis jamais sentie aussi bien qu'en ce moment dans ma vie. Alors, j'ai vraiment des moments qui sont très difficiles, qui sont douloureux, qui sont pas évidents, et je peux pas dire que je vive une période de grand bonheur, mais je me sens tellement mieux qu'avant parce que je suis dans une forme je suis dans le vrai maintenant. Avant, la dissociation, c'est une forme d'illusion. Cette amnésie, c'est une forme d'illusion. Il y a une part d'illusion, en tout cas. Et là, cette part d'illusion, elle n'est plus là. Je suis dans le vrai, vraiment. Donc, ça ouvre quelque chose. Pardon. Est-ce qu'il y a des parts manquantes, en fait, à toi qui se sont retrouvées? Oui, plus de bienveillance envers moi-même, plus de capacité à m'aimer, à poser des limites, à m'écouter, à dire, c'est OK, tu fonctionnes selon ton fonctionnement, à ta manière, à ton rythme, et c'est OK. C'est pour moi hyper important de le dire, parce qu'on peut passer une vie entière à essayer de rentrer dans le moule, de se conformer, de ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être très, très compliqué. Et donc, se dire en effet, c'est OK, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est des bouts de moi, ça fait partie de mon vécu. Tout ça est hyper important et ne pas se blâmer. Non, c'est ça. C'est ça, ne pas se blâmer, d'être dans une forme de différence. C'est intéressant parce que depuis toujours, depuis plusieurs années, j'organise des ateliers pour les femmes avec Femmes Inspirantes. J'ai toujours été très sensible aux droits des femmes. Je suis née la veille de la journée des droits des femmes. J'ai toujours eu à cœur d'encourager l'amour de soi, d'oser être soi. Et en fait, ou comme Stéphane Alix a écrit souvent sur la mémoire, sur les vies antérieures, sur l'âme, et il disait, c'est fou, il a écrit sur ça toute sa vie, et il ne voyait pas que lui-même, avait enfoui toute une part de lui. Et ça fait vraiment drôle, en fait. On se dit, mais comment c'est possible? Et j'étais tellement sur cette bienveillance, cet amour de soi, oser être soi, oser être soi. Et là, je suis vraiment en train d'être moi-même, avec cette part blessée. Mais c'est OK. On va pas, encore une fois, comme quelqu'un qui a été amputé d'une jambe très jeune, on ne peut pas vivre comme si ça n'existait pas. C'est là. Et c'est OK. Et on va vivre différemment, mais ça va être très beau quand même. C'est intéressant que tu dises une part blessée parce que j'ai l'impression qu'on vit aussi dans un monde où on a besoin d'étiqueter, tu vois. On a besoin de dire cette femme, elle est forte, elle est résiliente, cet homme est insensible. Enfin, il y a besoin de mettre des énormes étiquettes. Et le fait de reparler des parts, c'est intéressant parce que oui, tu es une femme forte sur certaines choses. Oui, tu as des parts blessées sur d'autres points. Et en fait, on est
On est pluriel, on est Oui. complexe. On est pluriel, j'adore. Merci. T'as un concept là. Et je crois qu'on oublie ça. Et pareil, aujourd'hui, Jen, tu n'es pas que cette fille qui sort d'une amnésie traumatique. Tu es plein de choses, dont cette part aussi. Et c'est de celle-là qu'on parle aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Mais ça ne me définit pas seulement et c'est important pour moi. Parce que je ne veux pas, justement, que ce soit une étiquette. Parce qu'à côté de ça, je suis une femme médium qui accompagne beaucoup de personnes sur leur chemin de vie aussi. Et ce trauma, il ne vient pas amoindrir ma capacité, il vient au contraire l'enrichir et la renforcer. Et je dirais même que mes guidances étaient bien avant, mais là, j'ai l'impression que c'est comme si je pouvais encore aider plus, m'ouvrir plus. Je me suis plus ouverte à moi. Donc, il y a une part de moi qui peut encore plus s'ouvrir dans l'accompagnement de l'autre. Moi, j'arrive un peu à la fin de mes questions. Il m'en reste 2. J'aimerais savoir si toi, il y a des choses que tu as envie de rajouter avant que je te les pose, un sujet que tu aimerais aborder. Oui. Ce qui m'a beaucoup aidé à tenir et à continuer, c'est ma foi en la vie. Ma foi en la vie, ma foi en moi, en l'humanité, en l'univers, en Dieu. On appelle ça, chacun a sa propre définition. Mais je crois profondément en l'existence de l'amour et de la lumière dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidée beaucoup. De toujours me relier à cette part de mon âme aussi. Souvent, on s'identifie à qui on est en tant qu'individu, là, maintenant, dans ce corps. Mais pour moi, on a vraiment toute une dimension spirituelle qui est là. Et encore, c'est ma vision. Mais ça m'a beaucoup aidé de me relier à cette énergie d'amour. Voilà. Merci. Du coup, moi, je voulais te poser la question, quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui vivent ce réveil d'amnésie traumatique? J'ai l'impression que, évidemment, tu as beaucoup répondu à cette question, mais est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter à ça? Oui, que vraiment, quand vous vivez ce réveil d'amnésie, que vous sentez, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre la tête, je deviens fou, folle, je me reconnais plus. Vraiment, ce message qui m'a aidé, c'est normal et ne pas douter. Et que si déjà il y a des prémices, c'est que sûrement il y a eu quelque chose et que il faut s'accompagner à son rythme, mais ne pas ignorer ce que ce soi a envie d'exprimer, de dire. Que ça vient pour chaque personne à un moment différent. Je ne pense pas qu'il faille provoquer le réveil d'amnésie. Ça vient quand ça doit venir, je dirais ça. Et ce que j'ai souvent entendu, j'en ai parlé un tout petit peu sur mon Instagram, et il y a des personnes qui m'ont dit, j'en ai jamais parlé, ou tu es la 2e personne à qui j'en parle, la 3e, c'est pas beaucoup. Et osons parler du viol, de l'amnésie, pour que ça ne soit plus un sujet tabou et pour que les personnes qui en parlent se sentent soutenues, entendues et comprises. C'est pour ça, je pense qu'il faut en parler. Si vous vous réveillez de cette amnésie, certaines personnes qui se réveillent d'amnésie sont encore en lien avec leur agresseur. Moi, c'est plus mon cas. J'ai coupé il y a déjà longtemps. Certaines personnes sont encore en lien et vu qu'elles n'osent pas dire un tel a fait ça ou ça y est, je me souviens de quelque chose, il y a des victimes qui vont être reconfrontées encore à leur agresseur. Et ça, c'est extrêmement violent parce que il y a du silence ou qui vont en parler. Par exemple, si c'est dans la famille, il y a quelqu'un de la famille et on va leur dire arrête, laisse ça de côté, tu vas pas briser la famille. Il y a cette culpabilité, en fait, ce poids qu'on met sur la victime qui devient un peu le vilain canard et l'agresseur qui peut toujours continuer
à vivre impunément, en fait. Et j'ai envie de dire à ces personnes, vous avez le droit de ne plus voir ces gens, de ne pas justifier pourquoi vous ne voulez plus les voir. Vous pouvez dire pourquoi, ou simplement décider de ne pas dire parce que c'est trop dur, mais juste décider de couper ou de prendre du recul, vraiment de se choisir soi et de ne pas continuer à faire semblant et à subir la présence par devoir, par loyauté, par exemple. Et je sais que ça arrive très, très souvent et que c'est immensément souffrant. Et ça amplifie en fait la détresse et les symptômes. Donc vraiment de s'octroyer le droit de faire ce qui est bien pour soi, sans aucune culpabilité, sans aucune justification. Voilà, ça c'est vraiment important. Moi, dans ce cas-là, j'encourage vraiment ces personnes-là d'écouter le podcast de Stéphane Alix dans les Métamorphoses, qui justement a été violé par un membre de sa famille encore vivant à ce moment-là, et voilà, qui explique un peu l'enjeu dans lequel il a été et le soutien qu'il a pu avoir de sa femme et sa thérapeute pour traverser ce moment. Oui. Donc voilà, ça peut être une ressource aussi en dehors de cet épisode avec toi. Oui, cet épisode, je le conseille, c'est vraiment une immense ressource. Pour moi, ça a été salutaire, vraiment. Donc, merci à Stéphane Alix qui passe par là. Et j'ai donc une dernière question pour toi, Jen. Est-ce que tu ne penses pas que sortir de l'amnésie traumatique, c'est le corps et l'esprit qui se mettent ensemble pour visibiliser l'invisible, justement? Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Oui. Ça devient réel. Ça devient réel et quand ça devient réel, on peut quelque part l'apprivoiser, se l'approprier et apaiser, adoucir, réconforter et avancer. Je te remercie pour cette dernière réponse et pour tout cet épisode qu'on a mené ensemble avec bien des difficultés, je pense. Qu'on se le dise. Je ne sais pas comment tu es, dans quel état physique actuellement. Moi, j'ai une barre dans le crâne qui m'envahit absolument tout. Et j'ai la sensation d'avoir dit absolument tout et n'importe quoi. Et c'est des choses qui m'arrivent rarement pour les autres épisodes. Donc, je pense que ça m'a bien prise au corps. Je ne sais pas dans quel état, toi, tu es là maintenant. Alors, moi, j'ai les mains moites. J'ai un peu tremblé. J'ai le cœur... je ressens quelque part une forme je dirais de libération d'avoir dit, mais d'appréhension. Et je me suis tellement livrée que oui, il y a une peur de jugement. Il y a une peur du jugement, mais pourtant, je sens à quel point c'est juste. Donc, je ressens fort mon cœur, une petite appréhension dans la gorge. Et j'ai envie de souffler un bon coup et me dire waouh, j'ai parlé de ça et je suis très émue. Moi, j'ai vraiment envie de te dire merci. J'ai vraiment envie de te dire bravo. J'ai l'impression d'avoir accouché de moi-même, d'un truc. Je pense qu'on n'est pas si loin. Ouais. Il y a eu un tel cheminement qui s'est fait et vraiment, ce que j'insiste à dire, c'est que souvent, on veut, c'est un peu ce truc avec le développement personnel, il faut guérir, il faut guérir les parts blessées en soi, il faut guérir ses blessures, etc. Tout doux, on a le temps. On a toute une vie, pas de course à la guérison. Ça, et chacun son rythme. Chacun son rythme, chacun son rythme. Et l'amnésie traumatique, c'est quelque chose qui prend du temps. Le stress post-traumatique, on ne sait jamais quand il remonte. Doucement. Ne pas être dans la hâte et ne pas écouter les personnes qui vous disent oui, bon, à un moment, il faut que tu passes à autre chose ou quoi. Doucement, à son rythme. Et je pense pour n'importe quelle guérison, finalement, il y a plein de messages aujourd'hui qui s'adressent à plein d'autres formes d'invisibilité ou d'étapes de vie. Mais bienveillance avec soi, on a encore toute la vie pour avancer.
Merci beaucoup, beaucoup pour ce que tu m'offres comme possibilité aujourd'hui de m'exprimer. Enfin, je me dis, voilà, la première fois que je t'ai vue à la télé, je tanguais. C'est quelqu'un qui m'a dit, Jen, parce que j'avais dit dans mes stories que je tanguais et que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que ça faisait plusieurs semaines que ça durait. Et un jour, une connaissance m'a dit, Jen, il y a cette fille-là, j'ai l'impression que c'est ce que tu vis. Elle raconte le tangage comme toi. Et, je n'imaginais jamais que ça mènerait à ça. Donc, j'ai une immense gratitude dans mon cœur de te connaître, de te rencontrer et qu'on puisse partager ça ensemble, avoir co-créé ce moment ensemble. Voilà. C'est la beauté des hasards qui n'en sont pas forcément. C'est ça. Une dernière chose, pardon. Est-ce que tu serais d'accord de partager ton compte Instagram à nos auditeurs et auditrices? Ils peuvent te retrouver autant pour s'ils veulent faire des guidances avec toi ou pour. Enfin voilà, toi tu parles de différents thèmes dans ton compte Instagram. Est-ce qu'ils pourraient te rejoindre sur ce réseau social? Oui, bien sûr. Donc mon Instagram c'est @withjentoday, donc @withjentoday, WITHJENTODAY. Et donc, je parle surtout de la médiumnité, mais de plein d'autres sujets, de l'écriture, de l'amour de soi, justement, des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Du coup, on pourra découvrir toutes ces autres parts de toi aussi Voilà. à travers ce compte. Exactement. Ben oui, venez découvrir aussi les autres parts de qui je suis. Oui, ça me fera vraiment plaisir aussi de montrer mon univers, ma passion pour les accents et l'accent québécois de Céline Dion là. Voilà. Ben, je te remercie infiniment, Jen, et je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.